L'armée israélienne se lance à la conquête de la totalité de la bande de Gaza. C'est Benyamin Netanyahou qui veut maintenant prendre le contrôle de toute la bande. La famine menace 2 millions de personnes. Les appels des chefs d'État se multiplient, les menaces aussi. Le point de rupture est-il atteint diplomatiquement avec lui? Faut-il le sanctionner? Faut-il l'isoler? Ces questions importantes, on va se les poser avec mes invités que je resalue sur ce plateau. Elisabeth Shepard-Selam, Valérie Trierweiler, Gilles Mantret et Rafik Smati. Avant toute chose, je voudrais vous montrer ces images exclusives pour TF1 et LCI qui ont obtenu ces images de Khan Younes, tournées par notre contact, notre reporter sur place. On y voit l'exode des Gazaouis. Hier, après l'annonce du Premier ministre israélien, les habitants ont reçu un ordre d'évacuation. Le message a été transmis en langue arabe. À partir de maintenant, le gouvernorat de Khan Younes sera considéré comme une dangereuse zone de combat. Il y a plus de 400 000 personnes qui sont concernées. Écoutez ces quelques témoignages. C'est la 20e fois qu'on est déplacé. Et cette fois, je crois que c'est pour de bon, qu'on ne reviendra pas. On ne sait pas où on va et on ne sait pas où aller. Bonjour Gwendoline de Bono, merci beaucoup d'être avec nous en direct avec Camille Souhaut. Vous êtes nos envoyés spéciaux en Israël, on est aux portes de la bande de Gaza. Bonjour à vous. Jusqu'à présent, Gwendoline, les troupes israéliennes n'avaient pas pour objectif de tenir le terrain. Que se passe-t-il ? Pourquoi cette accélération avec cet objectif ? Alors d'abord, c'est vrai que cette accélération, elle se traduit par une campagne de frappe d'ampleur, notamment cette nuit. 50 Palestiniens ont été tués selon des sources médicales dans Gaza. Alors ici, nous sommes en lisière de la bande de Gaza et au bout justement de ce champ, de ce chemin, ce que vous voyez, c'est la ville de Gaza. Alors on entend des frappes d'artillerie, on voit s'élever des colonnes de fumée, mais sans que ce soit non plus très intense, il faut le dire. Et alors cela s'inscrit dans l'opération Chariot de Gideon lancée par Israël ce week-end. 5 divisions à l'assaut des 30% de l'enclave qu'Israël ne contrôle pas. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou l'a dit, il s'agit de prendre le contrôle total de l'enclave avec, vous l'avez dit, les habitants de la grande ville de Khan Younes appelés à évacuer avant que l'infanterie n'opère en ville parcelle par parcelle, selon les mots d'un officier. Toutefois, il faut le noter ici, nous ne voyons pas d'importants déploiements de troupes. Il n'y a pas ou peu de soldats. Alors certes, beaucoup sont dans Gaza où s'établit la zone tampon, mais tout de même les abords de l'enclave sont très calmes pour une veillée d'armes. La réalité, c'est aussi que Benyamin Netanyahou marche sur une ligne de crête, car s'il s'engage réellement sur le chemin de l'annexion de Gaza, eh bien, il risque de se mettre à dos l'administration Trump qui pousse pour qu'il retourne au cessez-le-feu. En revanche, s'il accepte ce cessez-le-feu, eh bien, Benyamin Netanyahou risque de faire tomber son gouvernement, de voir son gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël chuter. Donc malgré la volonté affichée de s'emparer de Gaza, il y a aussi des signes qui indiquent qu'un cessez-le-feu n'est pas totalement exclu. Voilà ce que nous dit une source militaire israélienne. Les pourparlers continuent et l'opération militaire en cours peut s'arrêter à tout moment si le politique décide de retourner au cessez-le-feu. Oui, ça aussi, on va en reparler de ces pourparlers, Gwendoline de Bono. Merci infiniment, ainsi qu'à Camille Souhaut sur le terrain. Bon courage à vous. Merci encore. Je voudrais qu'on regarde une carte maintenant. Vous voyez ce qui est sous contrôle militaire. Ce sont les zones en bleu. S'y ajoutent maintenant en rouge les ordres d'évacuation successifs depuis 2 mois. Il reste moins de 30% du territoire pour se réfugier, un territoire qui n'est déjà pas bien grand. Si vous deviez nommer les choses, l'objectif, on parle d'annexion, de contrôle, de conquête, Gilles Mantret. Quel est l'objectif? Quels sont les objectifs de guerre de Netanyahou dans cette bande de Gaza aujourd'hui? Ils ont été annoncés. C'est l'occupation de l'ensemble de la bande de Gaza. La question qui se pose, et on est évidemment tous horrifiés par les images qui parviennent et par le scandale de cette phase actuelle du conflit. La question, c'est qui peut arrêter Benjamin Netanyahou dans ce projet-là? On a envie de dire en interne, parce que, comme vous le savez, c'est un sujet qui est complètement polarisant dans la société israélienne. Vous avez une majorité d'Israéliens qui est pour un accord avec le Hamas et la libération des otages, et non pas pour cette opération d'occupation de Gaza. Mais vous avez aussi la moitié des Israéliens, 50-50, qui pensent que l'armée n'a pas à respecter le droit humanitaire à Gaza. Cette société est entièrement polarisée, et on voit bien d'ailleurs que Netanyahou a fait un rapt sur l'ensemble de l'État d'Israël en mettant sous silence cette autre partie d'Israël qui ne veut pas de ce conflit-là. Est-ce que
les Européens auront les moyens de peser sur Israël, c'est toute la question. On est quand même le principal partenaire commercial d'Israël, premier exportateur, premier importateur, deuxième exportateur, premier importateur. Il y a des marges de manœuvre par rapport à Israël. Une fois de plus, il ne s'agit pas de remettre en question toute la lecture de ce qui s'est passé depuis les attentats du 7 octobre. Il s'agit de voir ce qui se passe maintenant sur cette phase ultime du conflit, qui, une fois de plus, n'est pas soutenue par la majorité des Israéliens, qui est un plan d'occupation complète de Gaza. Est-il encore possible d'avoir une prise sur la politique de Netanyahou ? Une information supplémentaire. Le patron de l'OMS dit que maintenant la famine, elle menace 2 millions de personnes. Maintenant, ça doit être le cas depuis des semaines maintenant. Gaza assiégée, affamée. Benyamin Netanyahou a annoncé l'envoi d'aide pour les bébés seulement. Pour une raison, la peur de perdre l'appui de ses alliés. Écoutez. Dès le début de la guerre, nous avons déclaré que pour remporter la victoire, vaincre le Hamas et libérer tous nos otages étaient deux missions indissociables. Une condition essentielle devait aussi être remplie. Nous ne devions pas arriver à une situation de famine, tant pour des raisons pratiques que diplomatiques. Si cela devait être le cas, nous n'aurions bénéficié tout simplement d'aucun soutien et ne serions pas en mesure de mener à bien notre mission. Alors, je vous entendais, Elisabeth, dire c'est surtout les Américains. C'est la preuve qu'il est encore tenu par Trump et que Trump a encore la main, une prise sur lui. On sait que c'est surtout Trump. Alors, les Israéliens pensaient que Trump allait plus ou moins acquiescer à toute leur ligne assez dure pour ce gouvernement. Ils se retrouvent devant un Trump qui a d'autres intérêts, les intérêts des Américains, même si le gouvernement américain reste pro-israélien, c'est pas forcément pro-Netanyahou, et Netanyahou est en train de découvrir tout ça. Mais très clairement, c'est des Américains qui ont cette influence sur ce gouvernement, influence personnelle même sur Netanyahou. On a beaucoup de débats en Israël aujourd'hui. Est-ce que Trump est en train de le laisser tomber ? On a vu d'abord Trump qui fait tout un tour du Moyen-Orient sans venir en Israël, alors que les Israéliens ont vraiment essayé de faire qu'ils viennent. J.D. Vance qui était censé venir après le Vatican. C'est une info d'Axios, le média Axios, qui dit qu'il était censé venir et finalement... Et donc, d'abord, on a dit pour des raisons techniques. Logistiques. Puis après, on a dit, c'est aussi parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait cette image de valider la politique de Netanyahou. Ils vont envoyer, a priori, dans les médias israéliens, ils disent, ils vont envoyer un député envoyé spécial du Moyen-Orient, Morgan Ortagus. Donc, ils vont envoyer un deuxième, voire troisième niveau. Mais vous croyez, alors je vous pose la question qu'on a inscrite en bas de l'écran, Trump peut-il lâcher Netanyahou ? Trump est-il en train de lâcher Netanyahou ? Non. Pourquoi ? Parce que pour une bonne partie de sa base, Israël est très importante. Pour les évangéliques chrétiens, Israël est très importante. Pour l'ambassadeur, on le voit parce qu'on voit l'ambassadeur, donc Huckabee, qui est un évangélique chrétien assez connu, ancien gouverneur de l'État d'Arkansas, dire il y a des choses qu'on ne peut pas lâcher. Est-ce qu'il va mettre une pression énorme ? Et là, on voit une pression. Quand Trump veut faire pression sur quelqu'un, on le voit. Et ils ne vont pas le lâcher, mais est-ce qu'ils vont le recadrer ? Très clairement. Est-ce qu'il faut l'isoler diplomatiquement ? Oui, Netanyahou, est-ce qu'il faut l'isoler ? Juste compléter pour dire que tout ça est le résultat de l'inconstance de Trump. N'oubliez pas qu'il avait quand même proposé que Gaza devienne une Riviera à la française, une Côte d'Azur avec des hôtels et tout. Donc il a quand même, à un moment donné, encouragé Netanyahou à cette occupation, voire à une annexion. En tout cas, au départ des Palestiniens. Là, il est encore question que 1 million de Palestiniens soient accueillis en Libye. Voilà, donc on entend encore ça. Donc c'est vrai que c'est très compliqué avec ce Trump qui change de pied régulièrement. Donc cette fois-ci, oui, on a l'impression qu'il veut quand même un accord de paix, mais... Combien de temps va-t-il... Moi, je ne pense pas qu'il lâche totalement Netanyahou de toute façon. Non, il ne lâchera pas totalement Israël. Il lâche Netanyahou si c'est dans son intérêt de lâcher le gouvernement et faire pression. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même encore 58 otages dans un certain nombre d'Américains, même si c'est des morts. Et donc, il y a beaucoup de pression aussi des familles des otages. À la fois sur Netanyahou, Gilles disait, il y a une partie de la population qui est très inquiète de ce que cette opération va faire pour les otages. Pourquoi Khan Younes, d'ailleurs, parce qu'ils ont trouvé des preuves encore qu'il y avait peut-être des otages sur place. C'est quand même une préoccupation de la société israélienne. C'est aussi une préoccupation des Américains qui sont encore en contact avec beaucoup des familles des otages. Donc pour ça, ils mettent la pression. Lâcher totalement Netanyahou, j'y crois pas. Pensez-vous qu'il faille isoler diplomatiquement Benyamin Netanyahou ?
Il faudrait le faire. Isoler diplomatiquement Netanyahou, pas Israël. Je tiens à faire la part des choses entre les deux. D'un côté, on a une démocratie, et d'ailleurs, je crois que la solution, une grande partie de la solution vient de la démocratie israélienne. C'est-à-dire que j'espère que les Israéliens, de l'intérieur, vont à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, siffler la fin de la récréation. Parce que ce qui se passe en ce moment n'est pas acceptable. La riposte post-7 octobre était une riposte légitime. Quand on a connu des attaques telles que Israël les a connues le 7 octobre, la riposte était évidemment légitime. Aujourd'hui, on est passé d'une riposte légitime à une riposte aveugle, et avec des conséquences redoutables, et notamment pour Israël. C'est-à-dire qu'on est en train aujourd'hui de construire dans toute cette région du monde des générations de terroristes qui en voudront à Israël et accessoirement à l'Occident pour les décennies à venir. Donc c'est extrêmement grave, et c'est aussi notre intérêt et notre sécurité qui est en jeu aujourd'hui, et ce qui va se passer en termes de... Donc je crois que oui, il faut une pression maximale sur Benyamin Netanyahou, et il faut faire confiance au maximum au peuple israélien, qui est une démocratie et qui peut reprendre son destin en main. Isoler diplomatiquement Benyamin Netanyahou, je reste dans votre précision. Il faut l'isoler diplomatiquement, et seulement possible. Et est-ce que ce ne serait pas à double tranchant, c'est-à-dire aussi accepter peut-être une perte de contrôle de la situation, ne plus avoir la main aussi sur lui? Je crois que malheureusement, on a largement perdu le contrôle depuis un moment sur la politique de Netanyahou. Et je pense que c'est effectivement rendre service aux Israéliens et à la démocratie israélienne qui, comme vous le savez, est attaquée par Netanyahou sur plein de secteurs, que ce soit au niveau judiciaire, que ce soit au niveau de l'armée, au niveau des services secrets. Et le renseignement, bien sûr, avec le changement à la tête du Shin Bet. Et donc, c'est rendre service à cette société israélienne qui, une fois de plus, a prouvé la vigueur d'une démocratie créée juste après la guerre, qui a été vraiment un exemple pour beaucoup de démocraties dans le monde, et qui aujourd'hui ne l'est plus. C'est une réalité. Et donc, montrer clairement que les Européens, qu'est-ce qu'on peut faire sur les Américains, que les Européens n'acceptent pas ce qui est devenu le travestissement d'une riposte légitime. Il y avait une riposte légitime au début, et aujourd'hui, on est dans un leader qui s'accroche au pouvoir par une guerre sans fin, une guerre aveugle, comme vous dites, sur tous les fronts. Eh bien, il faut aider la démocratie israélienne à se ressaisir en étant très ferme contre Netanyahou. Et l'Europe a des moyens. L'Europe a des moyens commerciaux, a des moyens par rapport à des financements, à des partenariats. Alors justement, on va y venir, parce qu'il y a des déclarations importantes ce matin qui ont eu lieu sur la question des sanctions contre Israël. Mais d'abord, je vous voyais tiquer, Elisabeth, quand on parlait du renseignement. Ce qu'on ne dit pas assez peut-être ici, c'est qu'il y a un vrai débat, notamment dans les institutions israéliennes. Notamment, c'est plutôt l'armée et les renseignements contre Netanyahou. D'où, un peu comme Trump, se purge, notamment de Ronen Bar, parce que tout le monde n'est pas sur la même ligne, même au sein des instances d'autorité. Et c'est très important, je pense, que soutenir justement cette démocratie et ces personnes qui clairement ont une vision beaucoup plus long terme, beaucoup plus raisonnable de la question, est très importante. Et donc, comme promis, la question des sanctions. Écoutez bien, ce matin, Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères de la France, dire sur France Inter qu'il faut l'envisager très sérieusement, que la France l'envisage. Oui, il faut le faire, dit également Dominique de Villepin. On écoute. Les Pays-Bas ont proposé le réexamen de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Et en particulier, le réexamen du respect de son article 2, qui dit que chacune des deux parties, l'Europe et Israël, doit respecter les droits de l'homme. La suite, une fois qu'il est établi qu'une violation est manifeste, c'est effectivement la possibilité de suspension éventuelle. Avec quel effet ? L'accord d'association, il comporte une dimension politique, il comporte aussi une dimension commerciale. La première chose, c'est de suspendre immédiatement l'accord européen avec Israël. Alors, il faut y aller. Vous êtes sur une ligne de fermeté, Gilles Montrey, ancien diplomate. Il faut y aller, il faut passer l'étape d'après, il faut sanctionner. Oui, je ne sais pas s'il faut suspendre tout l'accord d'association. Je veux dire, c'est comme d'habitude, il faut des réponses graduées. Je crois qu'il se fait, il commence à y avoir un consensus européen autour de cette question-là. Vous savez que les Européens sont très divisés sur ce sujet-là, pour caricaturer des États du Sud, notamment l'Espagne, qui ont toujours été très en faveur des pays arabes, et puis des pays comme l'Allemagne ou comme certains d'anciens pays, Pologne, etc., qui sont des soutiens indéfectibles d'Israël. Ces lignes bougent.
dans l'appel des 22 pays à cesser l'occupation en cours de Gaza. Surtout une reprise complète de l'aide immédiatement. C'est la reprise, voilà, bien sûr, et la reprise de l'aide. Je rappelle qu'il y a 9 camions qui sont passés cette nuit, alors qu'il y en avait 100 par jour lorsqu'il y avait le cessez-le-feu. On parle de 1 à 10. Et bien, l'Allemagne était bien sûr dans les signataires. Donc on voit que cette espèce de partition, elle est en train de bouger. Et donc il faut utiliser ce nouveau consensus européen pour avoir une riposte graduée. Il y a des éléments différents dans l'accord d'association. On peut les questionner, certains en premier, d'autres en poursuivre, pour que la pression, elle soit graduelle avec des objectifs et qu'elle porte ses résultats. Oui, je crois qu'on a suffisamment attendu. Là, 50 000 morts? C'est pas suffisant? Combien d'enfants? Je pense qu'il est vraiment temps d'agir et de dépasser les déclarations, les appels, etc. Enfin, vous avez un appel aussi de 250 ONG qui hurlent là pour dire à quel point la situation est dramatique. On risque la famine. Vous avez 2 millions de personnes qui risquent la mort après cette prévision d'une attaque terrestre, plus les problèmes alimentaires et humanitaires. Ces associations demandent même à ce que les pays européens envoie de hauts diplomates pour accompagner les camions humanitaires dans un geste très symbolique de courage moral et de dignité humaine. Bon, je ne sais pas si ça pourra être fait, mais en tout cas, je pense qu'il est temps d'agir. On ne peut pas dire, comme l'a dit Emmanuel Macron, ce sera aux historiens de juger. On ne peut pas attendre ce moment-là parce qu'on le sait déjà. On ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Et vous le disiez, je suis d'accord avec vous, après le 7 octobre, évidemment, c'était légitime, mais on a dépassé de loin cette riposte légitime. La sanction? C'est l'heure de la sanction? Alors moi, je dirais, je rejoins Gilles sur des sanctions graduées. Pourquoi? Parce que il faut sanctionner notamment sur cette question humanitaire, bien évidemment, mais il ne faut pas totalement couper d'Israël et des accords qui ont pu être mis en place. Parce que le plus qu'on met à dos cette partie de la population aussi qui a cette impression que c'est contre Israël et pas contre Netanyahou, on a pu un dialogue à entretenir avec l'opposition, avec une certaine partie de la population qui clairement est contre Netanyahou, mais qui se souvient quand même du 7 octobre, des 58 otages encore là-bas, et qui voit par exemple la rupture d'accords avec les universités qui sont clairement pas des soutiens de Netanyahou, et avec d'autres parties de la vie civile en Israël, et qui le vit très mal. Mais les familles d'otages aujourd'hui se rendent bien compte que ça n'était pas la bonne stratégie. Oui, la politique de Netanyahou n'a pas rendu service aux familles des otages. Oui, mais entre Netanyahou et couper les ponts avec Israël, il y a deux choses. Et à partir du moment où vous coupez totalement les ponts et qu'on entend beaucoup de discours qui en limite sont vécus, en tout cas comme antisémites, même par les familles d'otages, c'est très compliqué. Donc il faut trouver un équilibre pour bien évidemment punir des comportements qui sont inadmissibles, mais pour ne pas punir ceux qui n'ont pas pris cette décision et qui, justement, par exemple, les familles d'otages attendent leur famille sans beaucoup d'espoir aujourd'hui. Oui, je vous en prie. Oui, riposte graduée, en effet, avec comme principal objectif que de contribuer à mettre Benyamin Netanyahou en minorité dans son propre pays. Que les Israéliens s'élèvent et commencent à avoir envie de dire stop à leurs dirigeants politiques et à précipiter, si possible, des élections législatives, qui est la seule voie de salut pour apaiser la situation aujourd'hui dans la région. Est-ce que les pourparlers sont encore possibles? Parce qu'elle le disait, Gwendoline de Bono, sur le terrain. Elle dit, en off, comme on dit hors caméra, certains responsables l'assurent, tout ça peut s'arrêter, cette volonté de conquête de l'ensemble de la bande de Gaza, si diplomatiquement ça bouge. Il y a encore des discussions, il y a encore des rendez-vous diplomatiques, il y a encore la possibilité que tout ça s'arrête. Il y a des discussions en ce moment à Doha entre Israéliens et le Hamas. Hein, sous la houlette de Witkoff. Oui, absolument. Donc bien sûr, depuis le début. Hein, et les Américains jouent cette carte depuis le début, enfin, que ce soit l'administration Biden ou Trump, il n'y a pas eu de changement de ce point de vue-là, pour qu'il y ait un canal de discussion. Donc il y a un canal, et une fois de plus, il y a une majorité en Israël qui souhaite un accord avec le Hamas pour la libération des otages et qui ne voit pas d'issue favorable à l'entêtement aveugle actuel de Netanyahou. Et donc je suis d'accord, c'est cette majorité, cette courte majorité, parce qu'il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. Hein. C'est un pays coupé en deux. Et Netanyahou s'appuie sur cette autre moitié pour continuer sa fuite en avant. Il faut aider la première moitié, et par des législatives anticipées, par un mouvement citoyen, par de l'écho international, pour qu'il y ait un changement de politique.
Je dirais même ce week-end, vendredi, il y a eu même des espoirs. Donc il y a quand même des mouvements de ce côté-là, du côté des pourparlers. En tout cas, en Israël, c'est vécu comme plutôt des signes positifs. On avait même le ministre des Affaires étrangères qui disait qu'on voyait peut-être un peu de lumière sur la libération d'un nombre plus limité d'otages vivants. Donc ça commence peut-être à bouger grâce à Witkoff ou à Trump ou à Rubio. On ne sait pas très bien, mais on a quand même encore de l'espoir.